Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnaud, l'auteur de la revue de presse Pas de côté, que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de Make Our Planet Great Again, vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast de 345 ppm Hélène Grosbois. J'ai connu Hélène avec ses posts LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je vous conseille de faire un tour sur son profil. C'est cash, ça bouscule, on se prend des bonnes claques. Et pour tout vous dire, moi, je me suis souvent senti visé par ces posts. Alors, pas visé, bien sûr, moi, à titre perso, mais en tant que personne qui vit en ville et qui essaie de travailler sur le sujet de la décarbonation. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était très intéressant de pouvoir écouter Hélène et de vous présenter sa vision. Vous allez voir, c'est riche, c'est cash et on va apprendre 1 milliard de choses en ces 30 minutes passées ensemble. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous, merci à toi. Écoute, on est parti pour une bonne trentaine de minutes ensemble et je te propose de commencer par la question rituelle du podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais sans nous parler ni de ton activité pro, ni de tes activités militantes, qu'on essaie de connaître toi, Hélène, qui es-tu ? Alors cette question, je pense que ceux qui répondent le mieux, c'est les autres. Donc je vais te dire ce qu'on me dit souvent, qui revient en fait très régulièrement depuis longtemps dans ma vie. Je pense qu'on dit souvent que je suis un électron libre. Un ovni. Là, le responsable de ma formation, je vous expliquerai plus tard, m'appelle le phénomène. Du coup, moi, je pense, ce qui revient aussi souvent, voilà, c'est que j'ai une pensée hors norme. Donc, je dirais, voilà, que je suis un électron libre qui pense par lui-même. En tout cas, j'essaye au maximum, même si, bon, bien sûr, tout le monde a ses limites. Voilà. Bon, je suis certain que la suite de l'échange va confirmer ça et tout le monde va comprendre électron libre et phénomène en t'écoutant. Donc maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais et pourquoi du coup on se parle aujourd'hui et quel est le sens de tout ça ? Alors, ce que je fais concrètement aujourd'hui au quotidien, je fais un planning de culture parce que je suis en formation reconversion professionnelle en agriculture biologique. Voilà, c'est une formation qui dure 1 an, c'est un brevet professionnel. Et puis après, j'ai d'autres activités par ailleurs, comme effectivement de créer pas mal de contenu que pour l'instant je publie sur LinkedIn et qui, dans l'idéal est pareil parce qu'on me le dit souvent, va certainement prendre la forme d'une chaîne YouTube, voilà, dans les mois à venir. Super. Et puis j'aimerais aussi quand même faire un peu de la recherche en agriculture parce que il reste beaucoup à faire. L'agriculture, c'est extrêmement compliqué et on manque d'itinéraires techniques, on appelle ça, qui intègrent les dernières recherches. Voilà, donc il y a une agriculture à réinventer. Là, on vit une révolution agricole en ce moment. Bah, tu fais une super transition parce qu'on va effectivement beaucoup parler d'agriculture aujourd'hui. On va d'abord parler un peu du constat, de là où on en est. Tu vas aussi nous expliquer comment toi, concrètement, tu as mis en place des choses dans ta vie pour répondre à ces sujets. Et puis, on fera un peu de prospective pour voir vers quoi on va dans le monde de demain. Toi, ces sujets écologiques, ils ont toujours été en toi ou tu as eu un élément déclencheur et à un moment donné, tu t'es dit il faut que ça change. Comment c'est venu cette réflexion ? Je pense que ça a un peu toujours été en moi. Je suis un enfant des années 80 et on parlait de la couche d'ozone à la radio, parce qu'on écoutait la radio à l'époque. Et c'est vrai que je trouvais ça hyper inquiétant. Bon, après, on a dit que le problème était résolu. Hint, il n'est pas vraiment résolu, mais je pense que déjà à l'époque, voilà, ça m'avait interpellée. Bon, j'ai un papa qui est médecin, donc quand même, il y avait aussi quelque chose
d'organique et de vivant autour de moi. Et puis, en fait, je pense que si on a conscience qu'on est des petits êtres vivants qui dépendons de la planète sur laquelle on vit, je pense qu'on ne peut pas avoir d'intérêt pour ces sujets-là. Je pense qu'en fait, tout le monde a un peu un intérêt. Maintenant, ça fait peur à beaucoup aussi. Mais alors du coup, pourquoi on n'est pas tous comme toi? Parce que objectivement, tous les indicateurs sont rouge vif. C'est vrai pour le climat, mais c'est aussi et surtout vrai pour la biodiversité, pour nos forêts, pour tout le vivant au sens large. Pourquoi on en arrive là, dans cet état d'urgence? On en arrive dans cet état d'urgence parce que ce qui a tout changé dans la trajectoire de l'humanité, en tout cas vraiment l'élément le plus important, c'est l'agriculture. En fait, c'est la première anthropisation de l'environnement. Donc, on a commencé à modifier notre environnement il y a 12 000 ans. Donc, en fait, ça date pas d'hier, ça date d'il y a très, très longtemps. Et une fois qu'on a compris, en fait, que c'est l'agriculture qui nous a fait modifier la biodiversité et qui, donc, a déstabilisé le système Terre et a eu pour conséquence le réchauffement climatique, même si aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique pour ça, je pense qu'il est intéressant de se poser la question de pourquoi on vit depuis 10 000 ans la période la plus stable du climat sur Terre. Et puis aussi, on sent bien au fond de nous que le problème, c'est pas simplement un problème d'énergie fossile, que effectivement, il y a les énergies fossiles qui sont venues se rajouter et qui ont accéléré un phénomène qui était déjà très présent de destruction de l'environnement. Mais alors, avant les énergies fossiles, on a quand même fait de l'agriculture pendant très longtemps, sans détériorer le vivant autour de nous, ou je me trompe complètement? Ah non, je pense qu'on l'a fortement détérioré depuis très longtemps. Le maximum de déforestation en France, je crois que c'est le XIIe siècle. Parce que au XIe siècle, on a démocratisé les outils en fer, et notamment les outils pour labourer et couper. Et donc, on est passé à une échelle assez supérieure. Bon, après, on a reforesté, heureusement, en partie, hein, bien sûr, puisqu'on est qu'à 30% de forêt dans le monde et en France. La France a une bonne moyenne. Donc non, je pense qu'il y a quelque chose à refonder avec la nature, vraiment, qui est beaucoup plus profond que tout ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup, tu dis que l'agriculture, elle est au centre de tout, donc on le comprend un peu sur les causes. Et pourquoi, si demain on arrivait à changer d'agriculture, changer de mode de production, ça viendrait résoudre tous les autres problèmes qui sont autour? Parce que l'agriculture est aussi responsable du réchauffement climatique, et pas seulement parce que les vaches pètent ou bien qu'on utilise du pétrole sur l'exploitation agricole, parce que les plantes capturent du carbone dans les sols, c'est la photosynthèse. Et donc, si on modifie la façon dont on cultive, si les sols ne sont plus à nu, qu'on cultive beaucoup plus, qu'on arrête de relarguer le carbone qui a été enfoui dans les sols par les plantes, en augmentant le taux de matière organique dans les sols, donc en restituant plus de choses au sol, en prenant moins que ce qu'on fait aujourd'hui, on va capturer beaucoup plus de carbone. Il y a eu un projet qui a été porté par Stéphane Le Foll et Marc Dufumier, qui s'appelle le projet 4 pour 1000, qui a été assez médiatisé au moment de la COP21 en France, qui dit que si on augmentait de 4 pour 1000 le taux de matière organique et donc le carbone qu'on capture dans les sols, eh bien, on arriverait à capturer l'équivalent des émissions anthropiques liées justement aux énergies fossiles. Donc, ça donne une idée de la puissance en fait des sols, des puits de carbone, et donc de l'agriculture, puisqu'on fait l'agriculture sur les sols. Je tiens à dire que les sols, c'est le deuxième plus grand puits de carbone de la planète derrière les océans, et ensuite viennent les forêts, mais qui sont 2 à 3 fois moins importantes en termes de puits de carbone. Donc voilà, les sols et l'agriculture, c'est un potentiel qui est absolument énorme. Maintenant, ça ne veut pas dire que on va capturer tout le CO2 anthropique dans les sols et continuer à faire n'importe quoi tous ensemble par ailleurs. Parce que si on continue, même de façon décarbonée, à déforester, appauvrir les sols, favoriser l'érosion, etc., on n'aura pas vraiment résolu le problème. Ok. On lit beaucoup de choses sur l'agriculture. Il y a quand même beaucoup de courants qui ont des visions très opposées là-dessus.
Pour toi, ça c'est quoi une agriculture qui répond à l'enjeu écologique aujourd'hui? Il faut faire quoi de C'est une bonne différent? question. C'est une bonne question. C'est une question qui est extrêmement complexe. Je pèse mes mots parce que on se rend pas compte quand on est urbain et que on a un métier donc d'urbain. On gère rarement le vivant. À part si vous êtes médecin, vous allez rarement gérer le vivant. Et en fait, le vivant, il est extrêmement complexe. Pourquoi une plante pousse ou pousse pas? Ça peut être beaucoup de facteurs. Et en fait, la plupart du temps, on sait pas trop pourquoi. Et réinventer l'agriculture, voilà, ça c'est très compliqué parce que on sait pas tout, surtout on a conscience qu'on sait pas grand-chose. Et que les itinéraires techniques, ils sont à inventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux grandes familles dans l'agriculture, deux grands débats. D'un côté, ceux qui disent on veut pas utiliser de pesticides, donc l'agriculture biologique, et les autres qui disent la priorité, ça doit être d'arrêter de labourer, puisque labourer, c'est la destruction des sols, c'est l'érosion, c'est réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Sauf que il faut faire les deux. C'est impératif, en fait. On pourra pas faire l'économie de faire les deux. Et faire les deux en grande culture, ça s'avère très compliqué. Parce que comment on gère les adventices, c'est ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, sans produits, en agriculture biologique, sans labourer au préalable. Pour l'instant, on a fort du mal. Il y a des gens qui prétendent réussir, mais il n'y a eu aucune étude scientifique, en tout cas pas en collaboration avec l'INRA ou des instituts qui viendraient valider. Donc aujourd'hui, sur les grandes cultures, on a un problème, voilà, parce que le problème, c'est la grande culture en réalité. La monoculture, c'est l'appauvrissement de la biodiversité. On pourra la faire de façon la plus vertueuse possible et imaginable, ça restera problématique. Puis il y a un autre problème aujourd'hui, et que tout le monde utilise les mêmes semences. Voilà, vendues par les grands semenciers que tout le monde connaît, Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta en Europe. Et en fait, c'est hyper problématique parce que le jour où va y avoir des maladies, il y en a déjà un peu et c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, mais l'appauvrissement de la biodiversité accroît le nombre de maladies et accroît les impacts de ces maladies. Parce que si tout le monde cultive le même maïs et s'il y a un virus sur le maïs, c'est plus comme quand chacun avait son petit maïs paysan de sa semence paysanne développée dans sa région. Donc on va avoir de gros problèmes à cause de la monoculture. Réintroduire de la complexité et de la diversité, c'est pas facile. Surtout que c'est déjà complexe à la base, qu'on contrôle rien des éléments qu'il y a autour de nous. Donc voilà, et en fait, on manque de force, de main-d'œuvre. On manque de gens qui s'intéressent au sujet. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, les polytechniciens, ils s'intéressent pas à ces sujets-là. Bon, bien sûr qu'on en trouvera qui s'y intéressent, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, étant en ville, dans une société industrielle, ils se dirigent tous vers cette histoire de la décarbonation ou bien vers plus ou moins l'intelligence artificielle, les GAFAM, bref, je sais pas bien où ils sont, mais en tout cas, ils sont pas dans l'agriculture. Voilà. Et donc aujourd'hui, malgré le fait que l'État finance par exemple ma formation, dans 8 ans, la moitié des agriculteurs seront à la retraite, et en fait, personne ne s'intéresse au sujet et donc on est très peu nombreux. Moi, ma formation est rémunérée. On est 20 Pékins par BPREA, par région, et c'est pas nous qui allons révolutionner l'agriculture. Faut pas se voiler la face. Donc, il faudrait que plein de gens s'intéressent au sujet. Il faudrait qu'on mette une force énorme à travailler sur la biologie, la botanique, le vivant, réécrire une agriculture et une symbiose avec la nature, en fait. Et pour ça, il faudrait beaucoup de cerveau et produire beaucoup de jus de crâne. Vaste programme. Et si cette agriculture, du coup, elle est moins chimique, peut-être pour faire simple, et sans labour de la terre, j'imagine que ça va nécessiter aussi plus de monde pour travailler. Je dis pas de bêtises là-dessus. C'est surtout si on réintroduit de la complexité, quoi. Si on réduit la monoculture, oui, on va arriver à des petits systèmes. Et dans ces petits systèmes, il va falloir effectivement des bras. Comme il n'y a pas de bras, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va tout robotiser. La robotisation, exactement comme le télétravail, en fait, la techno, on l'a depuis très longtemps. Simplement, c'est des barrières mentales. C'est un peu de l'éthique. À quoi sert l'homme si on met des robots partout ? Mais dans la réalité, les tracteurs équipés de GPS, pour la plupart, peuvent déjà rouler tout seuls. Donc, en fait,
Aujourd'hui, on se dirige malheureusement vers ça parce que on essaye de faire venir des gens dans l'agriculture, mais que y a personne. Donc oui, il faudrait beaucoup plus de bras. Et puis aussi des bras plus jeunes, parce que il y a beaucoup de reconversions agricoles de gens qui ont entre 35 et 40 ans, dont je fais partie. Et c'est problématique parce que à 40 ans, faire de l'agriculture, c'est physique. Donc bon, d'une part, il faut engranger une quantité d'informations qui est absolument phénoménale. Vraiment, j'insiste sur le phénoménal. Et pourtant, je travaillais dans des secteurs complexes avant. Et en plus, voilà, c'est extrêmement physique. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait des jeunes, et donc il faudrait former les jeunes tout de suite à une agriculture différente, mais on n'y est pas encore. Et en fait aussi, il y a une bascule à opérer qui est extrêmement compliquée, sachant qu'on a plein d'autres problèmes par ailleurs. Donc voilà, c'est pas simple. Alors, c'est un point qui transparaît dans pas mal de tes posts, c'est justement un peu le côté urbain. En quoi quelqu'un qui vit en ville passe à côté du sujet ou ne peut pas vraiment faire sa part sur le sujet? Parce qu'en ville, tout vient de loin et que, même l'eau. Je veux dire, Paris est absolument pas autonome en eau. L'eau de Paris, c'est les grands bassins de la Marne et de la Seine qui sont en Bourgogne principalement. Et puis, la ville, ça nous fait consommer parce que qu'est-ce qu'il y a à faire en ville? Enfin, moi, je veux dire, quand je suis chez moi, là, sur mon terrain, j'ai 1000 choses à faire. 50 000 trucs à bricoler, à jardiner, à créer, à penser, à construire. Quand on est en ville, à part dépenser de l'argent, je veux dire, concrètement, oui, il y a des musées et oui, il y a des conférences hyper intéressantes et tant mieux, pourvu que ça dure. Mais malheureusement, en ville, à part consommer, j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il y a à faire. En ville, tout passe par l'argent, donc on passe un peu son temps à consommer. Ça crée des faux besoins aussi. C'est assez terrible, mais on voit des gens qui sont bien habillés, qui sont à la mode, et nous aussi, on a envie d'être bien habillés, d'être à la mode, et c'est tout à fait normal. L'homme a toujours été, a fait des vêtements bien avant de commencer l'agriculture. Mais ce mode de vie de la ville, en fait, ne peut pas faire qu'on décroisse. Je vois pas l'intérêt d'aller à vélo alimenter le productivisme. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Le problème est le travail / le productivisme, parce que 80% des gens aujourd'hui travaillent à alimenter le productivisme. Vous aurez beau prendre votre vélo et avoir une brosse à dents en bambou, ça ne changera rien au problème. L'autre jour, je regardais, il y a eu un sitting à Strasbourg-Saint-Denis, à la porte de Strasbourg-Saint-Denis, dans le 10e arrondissement, pour le climat pendant 3 jours. Et à la fin, les personnes qui étaient interviewées disaient, moi, je retourne travailler. Je me disais, mais mon bon sang, mais on marche sur la tête, quoi. Donc, d'une part, il y a vivre en ville qui nous fait consommer à fond plein de choses, qui crée des faux besoins, et tout vient de loin. Et en plus, on alimente le productivisme en ville. Donc voilà, alors que pendant ce temps-là, les gens pourraient être en train de planter des arbres, restaurer de la biodiversité, se nourrir sainement et restaurer le vivant, quoi. Donc en ville, c'est absolument impossible de faire ça. En plus, quand on voit les 7 grandes plaies environnementales, c'est la 6e extinction de masse, la déforestation, l'effondrement des rendements agricoles, l'épuisement des ressources, l'épuisement des océans, etc. Mais tout ça, ça a un lien avec l'agriculture, et donc en fait, notre empreinte environnementale, elle est extrêmement intimement liée à l'agriculture en général. Et donc, si vous voulez œuvrer pour l'environnement, il va falloir se pencher sur le sujet et il va falloir quitter les grandes villes. Je pense pas non plus. Les gens sont dans le déni, mais dans le fond, ils savent bien tout ça. Je pense. Du coup, tu fais une transition parfaite pour la petite question rituelle, la deuxième, qui est la question un peu hors zone de confort, c'est que on entend aussi que la ville, c'est l'efficacité, que la maison individuelle pour tous, c'est pas soutenable parce que c'est de l'étalement, etc. Est-ce que finalement, c'est une connerie de dire que le fait de se regrouper permet d'être plus efficace et de diminuer l'empreinte écologique? Oui, mais c'est comme tout, en fait, il y a des échelles. Trop peu, peut-être que c'est pas bien, mais trop, c'est trop. Non, mais je plaisante, mais il faut déterminer quelle est la taille d'une ville à peu près durable. Je ne pense pas que ce soit une ville de 3 millions d'habitants. Voilà, il y a aussi le fait que si on pense l'étalement urbain tel qu'il est fait aujourd'hui, évidemment, ne faisons pas ça. Oui, ce serait un désastre. Mais il faut repenser en fait notre relation au vivant, repenser comment on occupe l'espace. Et en ça,
Ça veut dire certainement des maisons plus petites, certainement arrêter de tondre partout en France, parce que c'est vrai, si on a une super grande maison et qu'on tond comme un malade et qu'on met du produit anti-limaces, qu'on fait rien pousser et qu'au final on fout une piscine, bon, ça va pas aller. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, on peut réinvestir, déjà toutes les maisons abandonnées et toutes les résidences secondaires qui sont des maisons anciennes qui existent déjà, et dans le Morvan et dans le Massif Central, qui sont un peu les lieux des écolos historiques, on va dire, des 68 arts. Il y a plein de gens qui vivent dans des petites tiny house en bois, ils s'en font plusieurs, ils font des trucs hyper bien. C'est des trucs où personne n'a coulé de dalle, c'est sur et sûr, il n'y a pas d'empreinte au sol, c'est du bois qui vient de juste à côté parce que les forêts sont en train de mourir, donc il y a du bois de mort partout. Bref, il y a voilà, et ces gens-là, ils vivent en autonomie pratiquement, en autonomie relative. Donc, ils sont à moitié autonomes en bouffe, à moitié autonomes en énergie. Je pense que ces gens-là, ils ne dégradent absolument pas la nature. Et par ailleurs, ils plantent des arbres, des arbustes et des plantes qui capturent du carbone. Et pendant ce temps-là, ils sont pas en ville en train de consommer ou d'alimenter le productivisme. Donc, je pense qu'il faut repenser la façon dont on habite l'espace. Il faut pas se dire, ah oui, mais si tout le monde prend une maison comme maintenant, ça va pas aller. Oui, c'est vrai. C'est le comme maintenant qui va pas. Tout le monde doit prendre sa maison, mais différemment. Super clair. Merci pour cette clarification. Avant de rentrer dans la deuxième partie, où on va regarder concrètement comment tu as mis en place dans ta vie ces éléments-là, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, que la forêt est en train de mourir. Je sais que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu constates ça, où en est la forêt en France, par exemple? La forêt, partout dans le monde et en France, c'est pareil, est au plus mal après 10 ans de système hydrique totalement détraqué. Il faut se méfier de la petite compta de compte, c'est-à-dire que beaucoup comptabilisent la pluie sur des moyennes mensuelles ou annuelles, et c'est du plus-moins. Donc, il y a des moments, on est en négatif, hop, on repasse en positif, et donc ça efface toute la dette, entre guillemets. Malheureusement, c'est pas comme ça, parce que c'est comme pour vous, la nature autour de nous. Si je vous prive d'eau toute la semaine et que je vous donne votre quantité d'eau que vous buvez normalement en une semaine à boire en une journée, vous allez mourir. Voilà, c'est exactement pareil. Bon, après, ce phénomène, il est hyper visible sur les résineux, très difficile à observer sur les feuillus. Les résineux, c'est les pins, les sapins. Et si vous voulez, quand ils meurent, ils grillent d'un seul coup. Ils changent de couleur, ils sont entièrement morts, c'est très facile à voir, c'est très rapide. Alors qu'un feuillu, il va dépérir pendant 15 à 20 ans. Et donc, si vous connaissez pas, si vous arrivez dans une forêt que vous avez jamais vue, ça va être difficile à voir. En plus, les arbres morts, on les coupe, les branches qui tombent sur les routes, on les enlève. Quelque part, on fait tout aussi pour que ça se voit pas. On le fait pas volontairement, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Et moi, je vis au cœur de la forêt, mais vraiment au cœur. Je suis pas dans un bourg. Ma maison, elle est dans la forêt. Et donc moi, je peux vous dire quelle branche est tombée quand. Je l'observe, le dépérissement, et il est terrible. À part quelques chercheurs et les abatteurs, les gens qui coupent les arbres, les forestiers qui sont complètement dévastés. Les forestiers, quand je parle avec eux, pourtant j'ai les nerfs solides sur ce sujet-là. Je peux vous assurer que, franchement, ça fait trembler, quoi. Ça fait trembler. Et eux, ils sont dans un état second. Et quand je leur dis que je travaille dans l'environnement, ils me demandent tous, ah bon, mais comment on va faire pour nourrir nos enfants? Et je ne sais pas quoi répondre. Voilà, la forêt, plus 1,2 degré et un système hydrique qui a radicalement changé, ne peut pas s'adapter. Les arbres, c'est des êtres qui vivent sur des centaines d'années. Le changement actuel étant 100 fois plus rapide que les autres changements observés auparavant, la forêt, elle part dans l'indifférence en France, et ça n'a rien à voir avec les Chinois, hein, et avec les coupes rases. Je veux dire, là, c'est des hectares qui grillent. Les coupes qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça des coupes sanitaires. Il y a 2 fois la quantité de bois mort par rapport à ce qu'on récoltait avant en bois vert sur une année. Donc, en 5 ans, la quantité de bois mort qui s'est accumulée, elle est phénoménale, hein. Voilà, ça faut l'avoir en tête. Il y a pas des grands incendies en France comme en Australie. Ça fait pas vendre du papier. Ça dépérit gentiment mais sûrement. Et en 3 ans, quand je vois ce qui est mort autour de moi, je suis très très pessimiste sur ce qui va rester dans 10 à 15 ans. Et c'est pas que moi, c'est tous les forestiers, tous les chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et on a peu de solutions à proposer parce que on sait pas comment faire, et qu'il y a pas tant de monde qui travaille sur ces sujets-là. Encore une fois, c'est comme l'agriculture.
Donc aujourd'hui, on est un peu coincé, quoi. Merci d'avoir partagé ça. C'est important, je pense, de l'entendre parce que, comme tu l'as dit, pour des gens qui sont pas en connexion au quotidien avec la nature et qui connaissent pas ce sujet, on le voit pas. Et donc, c'était important que tu puisses nous partager ce que tu vois, ce que tu constates et ce que tu lis sur ce sujet vital, quoi. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie où tu nous expliques concrètement ce que toi t'as mis en place dans ta vie pour résoudre une partie de cette équation-là. Comment tu t'es passé de Bruxelles, je crois que tu étais à Bruxelles, au Morvan? Comment ça s'est fait cette transition-là? Oui, alors là, à Bruxelles, c'était la fin. Donc avant, d'abord, j'ai travaillé dans la finance à Paris et puis un petit peu à l'étranger. Et donc j'ai arrêté pour plein de raisons. Et puis j'avais envie aussi d'aller dans l'environnement et je me disais que je pourrais être utile dans ce secteur parce que je sais comment vraiment marche le système. Et finalement, on est très peu à vraiment savoir comment fonctionne le système, comment est créé l'argent, comment il disparaît, à quoi sert une banque, tout ça. Et puis malheureusement, bon, je venais d'un secteur où on va dire que c'est très très organisé. Les gens sont très très efficaces et bon, dans les ONG c'est un autre monde, hein. C'est difficile, il y a pas vraiment si il y a un objectif mais rien n'est clair, tout est dans le flou et voilà. Et en fait ça m'a pas du tout plu, mais c'est la question, c'est pas vraiment de savoir si ça me plaisait, mais j'avais pas l'impression que c'était vraiment utile. Malheureusement, dans les ONG, il y a ces idées de doctrine qui est très forte et on n'a pas du tout les mains libres. On doit répéter la doctrine créée par souvent les Américains. Et ça me correspond pas du tout. Voilà. Moi, j'avais envie de parler de décroissance. J'avais envie de dire aux gens qu'on pourra pas se passer de nucléaire. J'avais envie de parler d'agriculture. Enfin, voilà, mais on n'est pas du tout sur ces sujets-là. Et donc, je fais quelques ONG, et dont la dernière était effectivement à Bruxelles, où je devais travailler sur la finance verte. Et en fait, les gens sont tellement loin d'avoir pris conscience de ce qui va nous arriver et des changements requis. Je pense que il y a un manque de profondeur. On se rend pas compte, mais en France, on est quand même assez profond. On a quand même des lois pour tout. Il y a un certain niveau des hommes politiques, et c'est pas forcément le cas du tout dans le reste de l'Europe. L'Europe, c'est des pays protestants, libéraux, voire ultra-libéraux. Donc voilà, c'est pas vraiment la mentalité française. Et en France, on passe un peu pour les socialos communistes, quoi. Bon, on me l'a dit texto, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Des vice-commissionnaires de protestants me l'ont dit, quoi. Mais en tout cas, ça correspondait pas à mes valeurs. Et donc, au bout d'un moment, j'étais bloquée. Je me suis dit, bon, bah, mince, alors, on peut rien faire dans les banques. On peut rien, parce que la banque peut pas décroître. C'est un long sujet, mais voilà. On peut rien faire dans les ONG, on peut rien faire à Bruxelles. Bon, bah, comment je fais pour être utile à ce sujet qui me tient à cœur? Comment je fais pour être alignée avec mes valeurs et mes idées? Parce que même si on va perdre une partie du vivant, on va voir certainement beaucoup de choses problématiques / horribles. Ça veut pas dire que il faut pas vivre en accord avec ses valeurs. Pour moi, c'est fondamental. C'est pas parce que, enfin, c'est comme si on m'annonçait que on annonce à un fumeur qu'il a un cancer du poumon et il va continuer à fumer. Non, même s'il sait qu'il a perdu une partie de sa capacité respiratoire, il faut s'arrêter de fumer le plus vite possible, quoi. Donc moi, j'ai commencé à me dire comment je peux décroître. Et j'ai commencé à me dire, bah, ça va se faire hors de la ville. Il y a, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées avant. Et en plus, ça vient aussi, voilà, de ce besoin de profondeur. Pour parler pour faire vraiment agir pour l'environnement, ce n'est pas blablater en meeting, je ne sais où. Ça, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'avais besoin de profondeur et de vérité, de me reconnecter au vivant si j'avais envie de parler d'environnement. Je me sentais pas légitime aussi. Je pense que c'est hyper important d'avoir un alignement global, transcendantal, entre guillemets. Donc ça répondait et à ce besoin de profondeur, ce besoin de vérité, ce besoin d'être connecté au vivant, de le connaître, de savoir de quoi je parlais, aussi à mon petit côté survivaliste, à mon petit côté, c'est un ensemble de choses. Et en fait, pour ma santé, pour la santé des autres, j'avais besoin de planter des arbres, de restaurer la biodiversité, etc. Et en fait, tout s'aligne, quoi. Toutes les planètes s'alignent sur, ce qu'il faut faire, c'est partir. Et à un moment,
En fait, en France, on a quand même le chômage, le RSA, la santé gratuite. Il y a quand même un certain nombre d'infrastructures qui font que s'il y a bien un pays où on peut faire ça, c'est la France. Voilà, ou même avec ou sans argent, puisqu'on va dire que les besoins fondamentaux primaires seront de toute façon donnés par l'État s'il y a un problème. Et donc, c'est plus qu'une question de barrière mentale, en fait, pour moi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas un radis qui partent quand même. Et d'ailleurs, c'était le cas à la base des 68 Arts. C'était des artistes qui étaient passés de Paris à Montreuil. Après Montreuil, ils arrivaient toujours pas, ils gagnaient toujours pas un radis. Ils ont fini dans les zones de France dites zones de la diagonale du vide, où vivre ne coûte vraiment pas cher. Donc voilà, toutes les planètes se sont alignées. Et là, je me suis dit bon, je vais aller dans la diagonale du vide. J'ai regardé un peu où. Le Morvan, ça m'a paru pas mal. Et puis voilà, je suis partie dans le Morvan. Et alors, première étape, si j'ai bien compris, tu as construit toi-même ta maison, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je sais pas. Je me suis peut-être mal exprimée lorsqu'on en a parlé ensemble, mais non, je n'ai pas du tout construit ma maison. J'ai acheté une maison qu'on appelle une Morvandelle, qui est une ferme traditionnelle ancienne du Morvan, voilà, qui était une résidence secondaire en fait. Ok, bah, j'ai peut-être un fantasme de construire ma propre maison qui est ressorti. J'étais persuadé que tu avais toi-même construit ta maison. Ok. Mais après, c'est faisable. Hein. Moi, je connais des gens qui se sont installés pour 5 000 € parce qu'une prairie, ça coûte 2 300 €, qu'ils ont fait des chantiers participatifs pour faire leur tiny house, qu'ils ont récupéré du bois dans le coin. Bref, il y a 1000 façons de faire. Voilà, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et toutes les couleurs. C'est génial. Bon, par contre, là où je suis sûr de moi, c'est que pour le coup, tu as travaillé la terre autour de chez toi et que tu vises une certaine autonomie alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, où est-ce que tu en es et comment tu as travaillé ça en 3 ans, comment tu en es arrivé là? Alors, où est-ce que j'en ai? Je dois être à la moitié, à peu près. Mais ça dépend des moments, ça dépend quoi, ça dépend des années. Alors, l'autonomie alimentaire, déjà, bon, bah, c'est pareil. Si c'est l'alimentation d'aujourd'hui exactement comme on habiterait l'espace aujourd'hui, ça va pas. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai besoin de manger. Voilà, dans l'autonomie alimentaire, on pourra jamais manger des bananes en France. Hein, faut être raisonnable. Donc déjà, faut redéfinir ce qu'on veut manger. Je pense qu'il faut essayer de penser différemment, c'est-à-dire penser légumineuse. Donc c'est les légumes secs, les pois chiches, les lentilles, les fèves, les févroles, les pois cassés, les haricots en tout genre. Voilà, parce que les protéagineuses, légumineuses, fabacées, voilà, tout ça c'est la même chose, sont des plantes qui ont énormément de protéines végétales. Donc c'est un très bon apport. Avoir aussi beaucoup de légumes racines et beaucoup de courges, de cucurbitacées. Parce que tous ces légumes-là, c'est des légumes qui nourrissent. Et on s'est vraiment reporté sur les céréales de façon disproportionnée en Occident sur le dernier siècle, en fait, parce qu'on a mangé de plus en plus de viande aussi. Donc, on a délaissé les protéines végétales comme les fabacées, que maintenant, on donne principalement aux animaux, quoi. C'est tout un concept. Bon, il y a un plan national pour les légumineuses, mais voilà, qui vise à nourrir les animaux. Mais enfin, j'ai pas de doute sur le fait que, comme on va manquer drastiquement d'eau, les animaux, on va en avoir de moins en moins. Et à ce moment-là, on utilisera ces légumineuses pour se nourrir. Mais voilà, les légumineuses, ça nourrit des continents entiers. Donc, je pense qu'il faut diminuer les céréales, penser légumineuses, légumes racines, courges. Et ça tombe bien parce que c'est assez facile à faire pousser ces légumes-là. Et c'est aussi possible d'en avoir toute l'année et de conserver ces légumes-là. Ce qui est agréable, c'est que quand on part de rien, on fait tellement n'importe quoi au début, parce qu'on regarde des vidéos de permaculteurs paresseux à plumes dans les cheveux sur Internet qui disent pas forcément les bonnes choses. Et du coup, la marge de progression est phénoménale. Et ça, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que j'ai tellement raté ma première année que la deuxième année, c'était fantastique. Ça, c'était vraiment très chouette. Et du coup, là, on va dire que c'est ma 3e année et j'industrialise, entre guillemets. Je passe à une échelle supérieure, quoi. Je rajoute beaucoup de légumes et je veux avoir une taille plus conséquente. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon maraîcher. Ça me paraît raisonnable. Voilà. Donc, ça prend du temps, mais c'est hyper agréable d'apprendre, je trouve. Et c'est beau, la nature. Tu as combien de mètres carrés à ta dispo là pour faire ce projet-là? Mon terrain, il fait 1 hectare. C'est vraiment la ferme standard avant le remembrement. Donc, il y a 7000 mètres carrés de prairie.
3000 mètres carrés de bois et la zone où il y a la maison avec la source. Et en fait, ils avaient 3000 mètres carrés de bois pour se chauffer, pour construire. Et puis, ils avaient 7000 mètres carrés de prairie pour faire pâturer leurs quelques animaux. Donc, il devait y avoir 2-3 cochons, quelques poules, quelques lapins, des ânes pour l'attraction. Parce que dans le Morvan, les gens étaient pauvres et les ânes adorent travailler, ils mangent pas beaucoup, sont jamais malades. Donc, c'est vraiment un super animal. Voilà, et c'était vraiment les maisons typiques, construites plein sud, sans ouverture au nord. Donc, voilà, mais c'est pas nécessaire d'avoir un aussi grand terrain. Maintenant, quand on est dans la diagonale du vide, on trouve facilement du terrain. Donc, voilà. T'estimes à combien le terrain minimum qu'il te faudrait Alors, donc c'est pas moi qui estime. Hein. Donc, il y a l'INRA aujourd'hui, c'est que c'est 3000 mètres carrés par Français en moyenne, mais il faut avoir en tête qu'on importe 10 millions d'hectares de surface agricole. Ça veut dire qu'on importe, on a 29 millions de SAU en France, donc on importe 25%, quoi. Donc on va dire du coup 4000 mètres carrés. Mais il y a une étude de l'ADEME qui montre que ça, les 4000 mètres carrés, on va dire, c'est le menu traditionnel français. Et si on change la façon dont on s'alimente, comme j'expliquais juste avant, on va avoir plus de fabacées, moins de viande, moins de céréales et plus de légumes racines. Et ben une étude de l'ADEME montre qu'un vegan pur, il tombe à 1300 mètres carrés. Donc moi, je suis pas vegan et je pense qu'il y a un juste milieu. Donc, mais on pourrait aussi encore optimiser en fait en faisant de la culture en 3D, en faisant de l'agroforesterie. Bref, il y a 1000 choses à penser et à développer. Mais moi, je pense que on pourrait carrément être bien à 2000 mètres carrés par individu, quoi. Et ça, c'est total. Mais comme on sera jamais totalement autonome, je pense que c'est compliqué de faire ses huiles, c'est compliqué de faire du sel, c'est compliqué de faire du sucre. Même si pour le sucre, on a des subterfuges. Voilà, il y a des choses, on sera jamais complètement autonome. Donc voilà. Est-ce que l'autonomie, ça se joue pas aussi à un niveau peut-être local? Est-ce que tu as des gens autour de toi avec qui tu échanges des choses, où il y a une sorte de collaboration qui se fait Bien sûr. Alors moi ici, comme je suis dans un département très pauvre, ça s'est jamais vraiment perdu. Tout le monde fait son potager et donc naturellement on s'échange les légumes. Bon, le problème c'est que tout le monde a toujours 10 fois trop de courgettes au même moment, donc le marché de la courgette s'effondre toujours au mois de juillet. Mais moi par exemple l'année dernière j'avais pas fait de poireaux, d'ail, j'avais hyper bien réussi les courges, donc je troquais sans arrêt de l'ail, de l'oignon et des poireaux avec des courges. Mais ça se fait naturellement dans les milieux très ruraux. Et d'ailleurs dans l'agriculture il y a carrément un barème de l'entraide. Voilà, hein, il y a un barème national et donc c'est resté en fait cette tradition d'entraide parce que si vous voulez, au moment où il fallait faire les foins, eh bien tout le village s'arrêtait pour aller aider à faire les foins. Chez moi, il y avait beaucoup de châtaigniers, eh bien tout le monde venait aux châtaignes en Renon. Tous les anciens ici me parlent de ma maison et des châtaignes parce qu'ils sont tous venus ramasser les châtaignes parce que c'est absolument impossible pour une seule famille de ramasser toutes ces châtaignes. On a 60 châtaigniers et avant, il devait y en avoir certainement beaucoup plus. Donc, il y a ce système d'entraide, il existe encore aujourd'hui en agriculture, vraiment. Hein, il est normé, il est public. Et puis, il existe entre les gens tout à fait naturellement. Mais c'est aussi parce que quand on est isolé, si à chaque fois, on doit faire je sais pas combien d'heures de kilomètres de voiture pour un oui ou pour un non, bon, on s'en sort plus, quoi. Donc, naturellement, on a tous tendance à chercher des solutions sur place, quoi. Quand on a préparé ce podcast, j'ai eu l'impression que tout ce que t'expliquais était c'était super naturel, que t'étais vraiment épanoui là où tu étais, à faire ce que tu faisais, etc. Est-ce que t'as quand même eu des moments difficiles dans ce parcours, dans cette transition? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que t'as douté par moment? Fondamentalement de ce que je fais, non, je suis tellement sûre que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, ça me paraît tellement évident que non, je remets pas ça en question. Pas du tout, surtout que le Covid, enfin tout vient confirmer sans arrêt mes choix, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, ouais, il y a des moments, je me dis mon Dieu, mais toute la forêt va être morte autour de moi, comment je vais faire? Est-ce que ma source va pas se tarir? Parfois au lycée agricole, qu'est-ce que je fais là? Je me le demande très régulièrement. Qu'est-ce que je fais là? Mais
ça remettra pas vraiment en cause mon projet. Ça, c'est impossible, en fait. Même si il y a de grandes chances que je me retrouve avec toute la forêt morte autour de moi et des problèmes phénoménaux, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura des problèmes encore 10 fois plus phénoménaux en ville, en fait. Donc, les problèmes, ils vont être partout. Donc, ça me permet de... Et aussi, voilà, je tiens à dire que je relativise beaucoup et je veux pas passer pour une climato-sceptique ou quoi que ce soit. Mais le vivant est dynamique. Le vivant évolue. Les espèces apparaissent et disparaissent. Et c'est normal. Voilà, c'est le principe du vivant. Et donc, à un moment, il nous arrive des choses incroyables. Ce qu'on fait, c'est dingue. Ça ne le justifie en rien. Mais est-ce que, on reste pas un petit animal dans notre environnement? Voilà, moi, j'essaye aussi de prendre du recul dans les grands moments de doute. J'étudie beaucoup la paléontologie. Ça me fait beaucoup de bien. Les extinctions, l'histoire de la Terre. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Il serait temps de donner un petit peu de perspective parce qu'on est un peu bloqué sur les 150 dernières années quand même. C'est assez triste. Et aussi, depuis que j'ai intégré le fait que les espèces apparaissent et disparaissent, que le vivant est dynamique par nature, c'est tout l'intérêt de la chose en fait, qu'il faut qu'on arrête de vouloir graver dans le marbre des espèces de photos à des moments T. Je me sens beaucoup mieux, quoi. Parce que finalement, ce challenge de tout graver dans le marbre et que rien ne bouge, d'une part, on sent bien que c'est pas possible, et deux, mais qu'est-ce que c'est stressant! C'est hyper stressant. Et donc, voilà, j'ai un côté un peu plus fataliste, j'essaye de prendre du recul. Donc, faites de la paléontologie, vous verrez, c'est génial. Je rebondis sur ce que tu dis, ça me fait penser au bouquin de Baptiste Morisot, Raviver les braises du vivant. Je sais pas si tu le connais, mais... qui est assez puissant là-dessus, sur le fait de dire que le vivant, justement, c'est des braises et il suffit juste de lui foutre la paix pour que ça puisse se démultiplier, revivre, se redéployer et qu'il y a aussi de l'espérance à trouver là-dedans, quoi. Bien sûr, on met une force phénoménale à tout éradiquer. Exactement. À la Défense, si on désherbait pas régulièrement, il y aurait de l'air partout, hein. J'aimerais aborder un dernier aspect de ta transition, qui est un frein peut-être pour certains, c'est le côté social, parce que c'est vrai que t'as bien expliqué qu'on avait plein d'amortisseurs en France et que finalement les risques étaient très très mesurés. Mais juste moi le côté social, ta famille, tes amis, comment tous ces gens-là ont compris ou pas ton choix de partir vivre avec cette vie-là? Alors, c'est compliqué, ouais, ça c'est sûr. Il y a ma famille, ma mère m'a suivi dans le projet, ce qui est extraordinaire. Je pense que tous ses amis et l'autre partie de la famille m'ont prise pour une folle il y a 3 ans, et que finalement là, ils commencent tous à dire dis donc, mais finalement peut-être que Hélène elle a raison, voilà, donc ça change un peu. Après, c'est pas pour ça que ces gens-là vont agir, donc ça c'est un gros problème, hein. Beaucoup de gens maintenant se sentent concernés mais ne font rien, donc en fait malheureusement c'est super de se sentir concerné mais ça change rien au problème. Donc voilà, alors, non, on va dire que la majeure partie des gens, même s'ils sont admiratifs, regardent ça de loin. Mes amis, je pense qu'ils ont envie de me soutenir, mais moi, je me sens de plus en plus en décalage avec eux. C'est de plus en plus fort, en fait, ça, parce que ça fait plusieurs années que je leur explique les problèmes et que finalement, ils font rien. Et donc, moi, je prends énormément sur moi, tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai un peu marre d'attendre, quoi. On va dire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que je me suis fait d'autres amis ici. Donc ça, c'est super chouette. Qui sont plus jeunes que moi dans la majorité, parce que moi j'ai 40 ans, et donc sont plus en avance sur ces sujets-là. Il y a un vrai... la bascule, elle se fait entre 30 et 35 ans, mais au-delà de 35 ans, peu sont ceux qui ont vraiment franchi le cap de partir de la ville et de tout ce système. Par contre, chez les plus jeunes, il y a un vrai changement. Et alors, les encore plus jeunes, là, c'est carrément extrême, quoi. Donc oui, je change d'amis, gentiment mais sûrement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais tous mes amis qui étaient plus jeunes, par contre, eux, ils ont tout compris au film, en fait, donc ça n'a pas posé de problème. Mais voilà, alors l'aspect social, le fait d'être dans la diagonale du vide fait qu'il n'y a pas grand monde. Donc c'est sûr que si votre truc c'est d'aller 4 fois par semaine au bar,
là, ça va être problématique. Que la vie culturelle, bah, c'est pas la folie. Bah, alors, pour la vie culturelle, au début, ça manque pas du tout. Au bout d'un moment, ça manque, bien sûr. Après, tout le monde a été logé à la même enseigne avec le coronavirus. Donc, j'ai pas vraiment à me plaindre. On a tous eu les mêmes problèmes. Mais je vais régulièrement à Paris. Je vais à Paris au Salon de l'Agriculture, à des conférences qui m'intéressent, au muséum, à des concerts. Bref, faire les trucs qui me nourrissent intellectuellement. Voilà. Après, moi, je suis aussi engagée sur place dans une assemblée citoyenne de mon département. Voilà, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, de m'intégrer un peu sur le territoire, plus la formation que je fais actuellement, qui est pas loin de chez moi. Voilà. Merci Hélène. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de notre discussion sur une vision un peu plus prospective de vers où on va. Toi, d'abord, à titre perso, qu'est-ce qui te reste comme étape à franchir dans ton projet de vie là Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'une étape augmenter mon autonomie alimentaire, apprendre encore et toujours à faire du maraîchage, à faire mes semences, voilà, à me former sur la biologie, la botanique. C'est énorme, hein, c'est mortellement compliqué. Pourquoi la majeure partie des gens qui font de la bio vont plutôt de côté animal que végétal? Mais parce que le végétal, c'est infini, quoi. C'est terrible. Donc, il me reste encore énormément de choses à apprendre, même si, j'essaye d'apprendre vite, mais il y a beaucoup de travail encore. Donc, voilà, des étapes à franchir sur l'autonomie alimentaire. Et puis, il faut que je crée cette chaîne YouTube. Et puis, j'aimerais vraiment m'engager plus politiquement, en fait. C'est hyper important pour moi. Pour faire augmenter les prises de conscience chez les gens pour qu'ils agissent. Pas seulement qu'ils se sentent concernés, qu'ils agissent, mais concrètement, vraiment. Comment tu vois les décennies à venir? C'est une question compliquée. Je crois que t'aimes pas trop dire pessimiste, optimiste, mais du coup, factuellement, comment tu vois ce qui vient? Pas terrible, hein. Pas terrible. Non, moi j'aime bien être lucide. En fait, je pense que l'optimisme et le pessimisme, ça vient des États-Unis encore certainement. Non, j'en sais rien, mais voilà, être lucide pour moi c'est important parce que il faut pas laisser les choses au hasard, être positif, je sais pas quoi. Il faut regarder clairement la situation pour appliquer des solutions cohérentes et qui marchent. Voilà, je pense que dans les prochaines décennies, il va y avoir des guérillas au niveau national, parce que en France, on est un pays de nantis, et que ça va se dégrader vite et fort. Et déjà, on met la taxe carbone, il y a les gilets jaunes, une petite perte de pouvoir d'achat. C'est très problématique. Donc le prix de la nourriture, il va faire qu'augmenter. Combien de temps l'État va pouvoir tout subventionner, parce que tout est subventionné. L'énergie est subventionnée, la nourriture est subventionnée. Les gens ils se rendent pas compte, parce que en France c'est un sport national de se plaindre et de cracher sur nos dirigeants. Mais je les invite à voyager. Alors prenez pas l'avion, mais voyagez quand même, ce serait bien. Et vous verrez qu'en France on a une chance folle. Mais voilà, le problème d'être un pays de nantis, c'est que on supporte plus rien et on sait plus faire grand chose. On n'est pas très adaptable. Il faudrait se débrouiller pour construire des petites machines ou réparer les machines qu'on a aujourd'hui qui tombent en panne, mais très peu sont les gens qui seraient capables de le faire. Combien de gens savent se nourrir dans notre pays? Quand je dis se nourrir, c'est pas aller acheter de la nourriture, c'est produire sa nourriture. Mais là, c'est carrément dramatique. Parce qu'une bonne partie des agriculteurs ne sait pas se nourrir. Ok? On est sur... il y a quand même... donc je vois assez mal comment on va encaisser les chocs. Après, ce qui est génial, c'est qu'on est un pays hyper organisé, avec un État ultra puissant. Et donc, au moins, l'État peut gouverner, ce qui n'est pas le cas dans les pays beaucoup plus libéraux, voire ultra-libéraux. Donc, déjà, ça, moi, je trouve que c'est un bon point. Mais malheureusement, je pense qu'il va y avoir des conflits nationaux et internationaux, qu'on sent qu'un nouvel ordre mondial va naître. Aujourd'hui, on est toujours dans l'ordre mondial post-Seconde Guerre mondiale. Donc l'OTAN, les Américains, tout ça, la guerre froide, on est en plein dedans là. Et ça, en fait, tant qu'on ne sera pas passé par un grand conflit mondial, on n'aura pas de nouvel ordre mondial. Or, on sent qu'aujourd'hui, les forces en puissance sont déjà changées, mais l'ordre, lui, n'a pas changé. Donc ça crée plein de frictions, quoi. Ça va pas du tout. Donc malheureusement, oui, je pense qu'on va vivre des conflits, et encore bien plus grave, on va avoir des gros problèmes pour s'alimenter,
pour les raisons que j'ai déjà évoquées plus haut. L'appauvrissement génétique et de biodiversité augmente les maladies. On cultive de façon systématique peu de choses avec les mêmes semences. Il y a le réchauffement climatique, donc on va avoir de gros problèmes pour se nourrir et on va avoir des conflits, donc ça va pas être très agréable. Mais en même temps, la majeure partie de l'humanité aujourd'hui ne vit pas une vie très agréable du tout. 800 millions de personnes mangent un repas par jour et mangent la même chose toute leur vie, donc ils sont dans des états catastrophiques. D'ailleurs, maintenant, il y a plus d'obèses que de malnutris, donc c'est complètement incroyable. Mais voilà, l'humanité dans son histoire a majoritairement souffert. Il faut se dire que les 70 dernières années en Occident, ça concerne un microcosme dans l'histoire de l'humanité, et dans le passé et dans le présent. Donc, à un moment, c'est juste que, voilà, on nous a dit le monde sera comme ça, il est gravé dans le marbre et rien ne changera. C'est ça qui est difficile à encaisser. Après, souffrir, j'ai envie de dire, tout le monde souffre. Bon, ça fait la transition sur la notion d'impact. Comment on fait pour changer ça? Ce qui est assez intéressant avec ton parcours, c'est que tu as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans le domaine des ONG, dans l'agriculture, tu as parlé aussi de politique. Qu'est-ce que tu conseillerais comme mode d'action pour quelqu'un qui se prend ce sujet sur les épaules, mais qui sait pas trop par où commencer? Bah déjà, je pense que vous l'aurez compris, je vais être prêcher pour ma paroisse. Non, mais il faut quitter la grande ville, ça c'est sûr. Voilà, c'est le premier truc, je pense. Arrêter d'alimenter le productivisme, ça me paraît être le truc numéro 1 à faire, vraiment. C'est évident. Donc pour une grande partie des gens, du coup, ça veut dire démissionner et déménager. Donc ça peut paraître incroyable, mais non, ça se fait assez facilement et c'est d'ailleurs très agréable. On se sent beaucoup mieux après. C'est un peu comme aller chez le dentiste, faut y passer et après on se sent mieux. Donc on quitte le productivisme si on est en train de l'alimenter, ça c'est vraiment le point le plus important. Et 2, on essaye d'agir d'abord à son échelle avant de réclamer que les autres fassent quelque chose. Voilà, ça commence par balayer devant sa porte et donc agir à son échelle. Et ensuite, essayer d'agir à toutes les échelles possibles. Une fois que ça s'est fait, qu'on agit à sa propre échelle, c'est-à-dire au niveau de son jardin, de sa commune, de son département, de sa région et de son État. Et là, j'ai envie de dire, c'est pareil, il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous sentez l'âme d'un président de la République, n'hésitez pas. Et si vous sentez l'âme d'un maire ou bien d'un chargé de programme alimentaire territorial sur votre Comcom, allez-y. Ça passe aussi, quand on a des enfants, par mettre une pression phénoménale dans son école pour que la cantine change. Voilà. Et parler aux cuisiniers de la cantine s'il y a des cuisiniers. Comment on peut faire pour aider les écoles à transitionner, en fait. Pareil, les parents, ils peuvent pas juste être là à réclamer. Il faut qu'on se demande tous comment concrètement on peut aider. Donc si à l'école le restaurateur, lui il a fait que de l'industriel toute sa vie et qu'il y a des cuistots dans les parents d'élèves, proposer de bâtir ensemble des menus. Mais arrêtons de juste réclamer et se lamenter comme des enfants de 4 ans. Réclamer aux politiques ceci, cela, alors que soi-même on n'a rien changé dans sa vie. A fortiori, nous sommes en démocratie. S'il n'y a pas un minimum, la masse critique minimum de la population qui a changé et qui demande du coup un changement en accord avec ce qu'ils ont déjà fait, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Et c'est la situation dans laquelle on est. Il y a un microcosme qui se lamente et qui hurle sur les gouvernants. Bon, les gouvernants, ils peuvent pas tout. La majorité du monde aujourd'hui est gérée par les privés. Donc, je pense qu'il faut d'abord se demander ce qu'on peut faire soi-même, mais vraiment, comment on va restaurer la biodiversité? Comment on va augmenter la résilience? Pas comment je vais aller manifester, quoi. Et lundi, aller alimenter le productivisme. Non. Alors, merci pour cette réponse cash. J'ai une dernière question qui est peut-être pas la plus simple de toute la liste, j'en suis désolé, mais comment on fait pour changer de récit, changer d'imaginaire pour que le truc qui donne envie, ce soit pas justement d'alimenter ce productivisme, d'acheter la dernière paire de baskets à la mode ou je sais pas quoi, et que des trajectoires comme la tienne fassent rêver, inspirent et donnent envie à tous, qu'on change le cours de l'imaginaire. Faut faire sauter les barrières mentales. Je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
on se rend pas compte, hein, mais on est lobotomisé, quoi. C'est horrible, hein. Mais on se met des barrières mentales. Déjà, on est obnubilé par le fait que sans argent, on peut pas vivre. Or, on peut pas vivre sans boire et manger, c'est très différent, et dormir. Donc voilà, donc comment on fait pour changer de récit ? Eh ben, faut tout rebâtir. C'est-à-dire que souvent, on fait que des demi-pensées. Voilà, comme on disait par exemple sur la maison individuelle. Ah bah oui, si c'est la maison individuelle telle qu'on les fait aujourd'hui, ça va pas. Mais est-ce que c'est pas à chaque fois se demander comment je pourrais aller un cran plus loin dans la remise en question ? Tout le temps, et encore un cran plus loin, et un cran plus loin. Au bout d'un moment, bon, ça s'arrête. Mais je pense qu'il faut vraiment tout remettre en question. Et oui, c'est déconstruire. Moi, je suis pas du tout dans les trucs de déconstruire les hommes ou quoi. Attention, hein. Je parle vraiment de déconstruire nos acquis. Voilà. Déconstruire le fait qu'il y a un truc qui s'appelle le productivisme, qu'il faut l'alimenter, qu'on doit travailler pour vivre, que pareil, on travaille donc on consomme, mais on pourrait avoir un monde totalement organisé différemment, sans travail, sans consommation, tous ces concepts, sans l'économie. Je veux dire, ça fait pas partie des choses qui s'imposent à nous, ça fait partie des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, justement, qu'on a créé. Le fait que j'ai besoin de boire et manger, ça s'impose à moi. Voilà. Le fait que j'ai besoin de travailler pour vivre, c'est un récit qu'on s'est bâti, justement. Et donc, c'est ça qu'il faut remettre en question totalement, quoi. Toujours en allant plus loin que ce qui est proposé généralement. Voilà, en essayant d'aller toujours un cran plus loin, quoi, si possible. Moi, il y a un truc que je voudrais dire aussi, c'est que dans tout ça, là, c'est pas un retour en arrière. En fait, on a soit on est progressiste, soit on est dans un retour en arrière. Ça, c'est l'Occident. On est binaire. C'est 0 ou 1, pour ou contre. Dès qu'on parle d'un truc, il faut savoir si on est pour ou contre. Mais on pourrait pas être juste rien et parler du sujet sans politiser les choses. Ce serait tellement plus intéressant, franchement. Le monde, oui, le monde n'est pas binaire comme l'Occident aime à le penser. Donc, on peut imaginer un monde différent qui va prendre des choses du passé, qui va prendre des choses du présent et qui va prendre des choses du futur. Je n'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge. C'est pas vrai. C'est aussi, ça a malheureusement été véhiculé par beaucoup d'écolos parce qu'ils étaient contre tout. Contre le nucléaire, contre le progrès, contre la modernité, contre. Oui, mais nous, on veut savoir ni pour ni contre comment demain on bâtit quelque chose de vivable, quoi, en gros. Donc il faut pareil, c'est-à-dire que il faut essayer d'arrêter d'être pour ou contre, ou que ce soit oui ou que ce soit non. Les réponses généralement doivent commencer par c'est compliqué, par ça dépend, ou par attends je réfléchis. Ce serait vraiment super. Mais être pour ou contre de façon éruptive, pour moi, ça fait que pendant ce temps-là, on ne bâtit pas des nouveaux imaginaires. Il faut vraiment qu'on s'attelle tous à moins se lamenter sur nos gouvernants et être pour ou contre en se demandant tiens, comment moi, je vivrais si je pouvais créer ma petite planète demain avec mon petit système, qu'est-ce qu'on ferait et comment on ferait ? Voilà. Changer le monde, c'est des petites incrémentations qui prennent du temps et qui sont à tous les niveaux et très concrètes, voilà, je dirais. Mais ça répond pas vraiment à la question parce que je sais pas si vraiment on va faire ça, de changer de récit et d'imaginaire. Je sais pas si on en est capable. Pour moi, c'est facile, c'est pas le cas de tout le monde et je le dis pas du tout de façon péjorative ou hautaine. On a tous des cerveaux différents avec des sens différents derrière les mots. Donc pour se mettre d'accord, ça risque d'être un peu compliqué. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions, à cet échange. J'espère que ça vous aura passionné. On a à la fois ta hauteur de vue qui est hyper dérangeante, bousculante, qui évite de tourner en rond, et en même temps tous les aspects concrets et pratiques que tu as mis en place dans ta vie. Donc c'est vraiment génial de t'écouter raconter tout ça. Donc merci beaucoup. Pour avoir de tes nouvelles, donc c'est le compte LinkedIn Hélène Grosbois, bientôt la chaîne YouTube si j'ai bien compris. Et encore merci à toi d'avoir pris ce temps-là. Non, avec grand plaisir. J'espère que ça aura été utile à nos auditeurs. Et puis, je vous encourage tous à faire cette transition au niveau personnel. C'est génial. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Merci beaucoup, Hélène. Merci, François. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux.
Et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de Pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.